Merci d'assister à cette conférence sur les TCA. Donc, j'ai organisé cette conférence parce que je trouve que c'est très important de se renseigner sur les TCA. C'est quand même 8% de la population française qui est diagnostiquée. Donc, on s'imagine bien qu'il y en a encore plus. Et actuellement, il y a une absence de prise en charge par méconnaissance de ce que sont les TCA et puis par manque de moyens humains aussi. Je pense que j'apprends rien à personne. Vous allez voir que la conférence, elle est organisée avec une narration pour chaque élément, enfin pour chaque TCA, pour chaque pathologie qu'on va voir, et vous avez un moment pour poser vos questions dans le chat directement. Comme ça évite d'accumuler plein de questions pour la fin et qu'on ne sache plus trop ce qu'on voulait dire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors je suis Océane Thébault, je suis diététicienne et je suis l'heureuse propriétaire d'un trouble neuromusculaire. Alors si vous voyez que ma voix, elle est plus aiguë, plus grave d'un coup, ou que je perds mes mots, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas, on s'y habitue très vite. Alors, on va pouvoir commencer par ce qu'on va voir. Alors, on va avoir l'importance d'être informé sur les TCA. On va aborder gentiment avec l'alimentation émotionnelle, l'hyperphagie, ensuite dans la pathologie un peu plus connue de l'anorexie et de la boulimie. Et on fera une ouverture sur des pathologies qui sont plutôt nouvelles et ou desquelles on ne parle pas énormément, comme l'orthorexie et la bigorexie. Ensuite, on fera un petit point sur la prise en charge. Donc, souvent, quand on parle de TCA, on pense directement au poids. On va voir un petit peu, on va démonter un petit peu ces préjugés-là, mais à savoir déjà qu'il n'y a pas de prise en charge vraiment précise et adaptée qui existe, que ce soit dans le libéral ou alors au sein des hôpitaux psychiatriques. Et chaque TCA est très différent et la variété de prise en charge est elle aussi très pauvre. Donc on est sur 1 million de personnes diagnostiquées, pas de dépistage, pas forcément d'informations plus que ça d'ailleurs, pas forcément de prise en charge, et pourtant il y a des conséquences assez sévères de ce type de pathologie, donc qu'elles soient physiologiques ou qu'elles soient psychologiques. On va parler un petit peu des deux aspects. Donc on va voir tout ce qui est lié, voilà, à l'équilibre émotionnel. Toc. Donc des déséquilibres de la régulation émotionnelle. Ça, je pense que je vais faire un petit point sur ce qu'est la régulation émotionnelle parce qu'on va beaucoup en parler. La régulation émotionnelle, on va s'intéresser à identifier une émotion, qu'il y ait un cheminement qui soit physique et psychologique, donc on prend conscience de l'émotion qu'on vient d'avoir, tout simplement. On va retrouver aussi un biais d'anxiété alimentaire généralisée, des troubles dépressifs, tout ce qui va un petit peu avec, hein, donc l'isolement social, les troubles dans la vie professionnelle, l'anxiété sociale. On va parler aussi des biais d'addictologie. Alors, à savoir que tous les TCA n'ont pas un biais d'addictologie, mais c'est fortement en corrélation. Tout ce qui est trouble, voilà. Ah oui, ça a commencé. Il y a toujours des petits soucis techniques. Donc des troubles physiologiques, métaboliques, blessures musculaires, la dysmorphophobie dont on parle de plus en plus, mais au niveau du médical, on est pas mal largué quand même. Et puis au niveau de la vie de famille et du cercle social en général, voilà, on va faire vraiment un tour de tout ça. Donc quand on parle de TCA, on pense directement au poids, au surpoids ou sous-poids, et c'est une des erreurs les plus communes parce que c'est ce qui mène au retard de diagnostic. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de témoignages de personnes qui voilà, arrivent à un IMC parfois à 13 kg par mètre carré. C'est vraiment à ce moment-là qu'ils sont pris en charge, alors qu'on peut vraiment voir ce qu'est un TCA et les manières qu'on a de les diagnostiquer, et même avant que la personne commence à avoir des soucis, que ce soit de la santé physique ou que ce soit de la santé mentale. Et c'est vraiment un enjeu pour les soignants et pour les personnes qui peuvent témoigner, qui peuvent en parler, parce que on essaie de faire avancer les choses. Donc, on va parler conséquences émotionnelles. On va parler troubles de la régulation émotionnelle, comme je l'ai dit. Dans certains cas, c'est lié à des traumatismes avec quand même une haute corrélation avec des agressions physiques, sexuelles et psychologiques. Donc ça, j'en ai parlé pas mal sur mes réseaux si vous venez de là. Donc, dans les TCA, le problème, il n'est pas alimentaire. Et ça, je vais le rappeler vraiment de manière régulière. L'alimentation, c'est l'expression du trouble. La nourriture, elle est vraiment utilisée comme une adaptation aux perturbations neurologiques qui sont présentes, avec pour principaux déséquilibres les circuits de la dopamine et de la sérotonine. Et vous inquiétez pas si vous êtes largué sur ces termes-là, je vais les rappeler au cours de l'atelier. Donc les troubles psy, c'est la cause des TCA, et c'est aussi une des conséquences avec une dégradation de la santé mentale petit à petit. On va avoir des conséquences comportementales.
Donc, il n'y a pas seulement une conséquence sur la santé en général, une rééducation cognitive, je pense pour les psys qui m'entendent, est souvent nécessaire. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment régulièrement et un risque de danger par l'usage de substances addictives parce que ça reste une adaptation neurologique. Donc, par exemple, s'il n'y a pas, une disposition de nourriture pour faire cette régulation émotionnelle, ça peut aller vers des substances addictives ou alors se mettre en danger. Donc, tout ce qu'on a avec les tendances suicidaires, ce genre de choses. C'est souvent quand c'est corrélé à une pathologie psy primaire. Et on a les conséquences physiologiques, parce qu'un accompagnement psy, oui, ça c'est clair et net, mais il ne faut pas oublier la partie physiologique, donc médecine générale, mais également la rééducation physiologique. Parce qu'on va le voir, il y a des troubles quand même hormonaux, il peut y avoir des troubles du transit, il peut y avoir tout ça. Et si on laisse ça un petit peu à la ramasse, eh ben, la vie post-SRA en rémission, elle ne se fait pas forcément de manière correcte. Donc, il faut vraiment l'accompagnement de médecins spécialisés si c'est nécessaire, et aussi par un médecin généraliste et un diététicien si nécessaire. Donc, on va commencer par l'alimentation émotionnelle. Donc, c'est le plus répandu. C'est 50% de la population qui est atteinte. Alors, pas forcément de manière pathologique, entre guillemets. C'est pas considéré comme pathologie. Mais c'est la première cause d'obésité en France. Donc, c'est souvent connu par le fait de manger ses émotions. C'est une adaptation du cerveau pour la régulation émotionnelle. Donc, encore une fois, on parle d'identification émotionnelle et d'expression émotionnelle. Voilà, la partie neurologique va s'adapter face au chemin de vie et face à ce qui est disponible, généralement la nourriture. Et chez certaines personnes, ça devient problématique et chez d'autres, ça passe totalement inaperçu ou alors ça peut commencer à créer des problèmes vraiment à un stade de vie plus avancé. Généralement, quand on devient plus âgé, on est plus sédentaire et là, on peut retrouver quelques petits problèmes. Donc, on va aborder l'importance de l'éducation dans l'alimentation émotionnelle. Donc, c'est pour parfois à cause de carences en connaissances en termes d'éducation. Donc, les parents n'ont pas de cours pour devenir parents. Donc, des fois, on ne sait pas l'importance des émotions et leur place dans l'éducation ou par délaissement. Donc, des enfants, par exemple, qui n'ont pas eu de parents présents, ce genre de choses, ou des cas de maltraitance. Et la plupart des personnes atteintes, voilà, elles n'ont pas eu la possibilité de développer une intelligence émotionnelle dans l'enfance, donc la capacité de réguler leurs émotions. Donc, certaines personnes ne savent pas exprimer leurs émotions, mais certaines n'ont même pas conscience de ces émotions. Il y a un déni de ce phénomène, et c'est ce qu'on appelle un trouble de l'interoception, qui est tout simplement voilà, le cerveau, à force de ne pas être stimulé sur le fait d'avoir un retour émotionnel, ça c'est vraiment la partie psy de l'atelier, ça va s'adapter. Et pour une petite partie, donc il n'y a pas du tout d'émotion qui est identifiée. C'est même pas que c'est dans le déni ou quoi, c'est une certaine forme d'apathie qui peut être plus ou moins poussée, mais encore une fois, je vais en parler après. Donc l'expression des émotions, elle est obligatoire pour toutes les espèces. Ça, on n'y échappe pas. Et son importance, en fait, ça représente un biais social, donc par le biais de la communication, former une communauté et aussi être bien dans ses baskets parce que les émotions, c'est un outil identitaire qui est très important. C'est quand on sait ce qui va nous toucher ou non, la manière dont on réagit à certaines situations, quand on a une bonne régulation émotionnelle qui va nous en apprendre sur nous, ce qui nous touche, nos principes, nos valeurs, ce genre de choses. Donc c'est très important à l'adolescence. Je pense que tout le monde avait fait le lien. Et l'expression des émotions, ça amène à une sécrétion de dopamine. Et c'est là qui va être vraiment, vraiment important pour tout ce qu'on va voir. Donc, je vais reparler de la dopamine plus tard, mais la personne, elle va essayer de retrouver l'action, enfin, cette sensation, cette sécrétion de dopamine au niveau neurologique qu'on obtient, en fait, un peu en remerciement du cerveau pour perpétuer la communication au sein de l'espèce, mais par le biais de la nourriture. Parce que pour les questions de survie, le cerveau, il va récompenser la prise alimentaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend souvent hormone de la récompense en plus de l'hormone du plaisir. Et la dopamine, c'est un effet de détente sur tout le circuit neurologique. Donc ça, c'est aussi important. Donc l'alimentation émotionnelle, c'est pas une question de volonté. Si une personne, elle a amené à des prises émotionnelles régulièrement et qu'elle les empêche voilà, du jour au lendemain, ça va faire qu'aggraver la chose parce qu'on va alimenter une charge émotionnelle par une frustration supplémentaire. Donc on va envoyer encore plus de stimuli dans un système neurologique qui est déjà défaillant dans son fonctionnement, dans l'expression de tout ce qui se passe. Donc point important, la prise alimentaire, c'est pas le problème. C'est la régulation émotionnelle qui est défaillante et qui nécessite d'être travaillée. Donc voilà, je vous ai dit, il y a des petites histoires à chaque fois, histoire de faire des bonnes mises en situation et que ce soit un peu plus facile de se représenter les TCA qu'on est en train d'aborder. Donc là, on va voir l'histoire Nourrir son corps dans l'histoire de Max.
Donc Max, c'est un enfant de 4 ans qui est élevé par ses deux parents. Alors, désolé, j'ai un souci de diapo. Donc les parents de Max ne prêtent pas attention aux émotions, c'est pas un sujet de conversation dans le cadre familial. Donc des fois, c'est des choses qu'on peut voir de manière malheureusement assez régulière dans le cadre médical. Il y a des ne pleure pas, si c'est pour agir comme ça, va dans ta chambre, c'est normal d'être stressé. Il y a une banalisation en fait de la souffrance et il n'y a pas de rotation, de régulation émotionnelle qui se fait au sein de la famille. Donc non seulement l'expression des émotions, elle n'existe pas, mais elle est implicitement pas permise non plus. Voilà, des réflexions comme tu penses pas qu'il y a plus de triste dans la vie, tu gâches tout avec ce genre de réaction. Pour la construction psychologique d'un enfant, c'est pas forcément tip top. Ah, je suis désolée, j'ai des diapos qui ne répondent pas. C'est bon. Ainsi, Max ne sait pas identifier la cause d'une émotion, la nommer, l'expliquer ou même l'exprimer. Là, je vous ai fait un tout petit circuit pour rappeler ce que j'ai dit un petit peu. Donc, on a les stimuli qui amènent à des sensations, qui nous permettent de prendre conscience d'une situation. On a le ressenti émotionnel qui arrive, qui est vraiment plus le circuit neurologique de la chose, l'acceptation, l'expression. On va voir des mises en situation juste après. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on ne peut pas ne pas exprimer une émotion. L'aspect neurologique de notre cerveau, il rend l'expression obligatoire. De base pour la survie, mais voilà, le cheminement est resté. L'expression des émotions permet une sécrétion de dopamine, une hormone importante dans le fonctionnement cérébral dont j'ai parlé tout à l'heure. Le comportement de Max s'est donc adapté. Il faut savoir de toute façon que le corps, le cerveau et l'entièreté de ce que vous êtes s'adaptent à son environnement, quoi que vous fassiez. Et elle ne cherchera pas à exprimer l'émotion suite au stimuli, elle recherchera directement la dopamine associée. La prise alimentaire régulière nécessaire à la régulation des émotions porte atteinte à la perception de la faim et de la satiété. Ça, on va parler dans d'autres TCA parce qu'il y a des biais qui sont plus importants pour d'autres types de pathologies, amenant alors facilement à un surpoids, voire une obésité. Pour rappel, c'est la première cause d'obésité en France. Petite mise en situation, il y aura ces deux parties à chaque fois. Ça permet d'égayer un peu le tout. Max est au travail, un collègue lui reproche la façon de faire son travail. Max lui répond qu'elle fait ce qu'elle peut et retourne s'asseoir à son bureau. Donc voilà, on a une absence de messages cognitifs, physiques comme mentaux. On est un petit peu dans le déni, il ne s'est rien passé, ça ne m'atteint pas. En rentrant du travail, Max passe devant une boulangerie, il a lâché des viennoiseries et les mange en rentrant du travail. Adaptation simple, efficace. Petit moment d'analyse, du coup, c'est le moment où je vais faire certains points, puis vous allez pouvoir poser vos questions s'il y en a. Donc là, on retrouve l'aspect éducatif, donc les émotions, elles sont pas comprises. Pire, dans ce sens, elles sont rejetées, elles peuvent être rejetées de toute façon. Ainsi, Max, comme tout le monde, ne peut pas en fait simplement rejeter une émotion. Il y a forcément une adaptation à la situation. Et il a utilisé la prise alimentaire pour réguler l'émotion qu'il n'a pas su réguler tout simplement par le biais des biais neurologiques, tout simplement. Il va utiliser le biais du circuit dopaminique, et ça, ce sera dès que c'est nécessaire. On voit bien qu'il n'y a pas eu de questionnement de comment je me sens, etc. Ça a été un automatisme, ce qu'on appelle le rétrocontrôle. On va en reparler un petit peu par après, mais c'est comme ça que ça rentre dans les habitudes vraiment du fonctionnement neurologique de la personne. Et ça peut toucher aussi les émotions positives. Là, j'ai pris vraiment une émotion négative rapidement, mais ça peut toucher les émotions positives selon le degré de trouble de la régulation émotionnelle, mais aussi ça dépend du vécu de la personne. Il y a des personnes en fait qui ont vécu seules, sans la présence d'adultes, etc., de personnes, de figures d'appartenance pour leur apprendre à réguler leurs émotions. Et ça le fait aussi dans les émotions positives, même si c'est un petit peu plus rare, on ne va pas se mentir. Alors, on va passer à l'hyperphagie. Donc, c'est souvent confondu avec la boulimie, c'est appelé parfois boulimie vomitive ou boulimie non compensée, et ça n'a pas de sens parce que la boulimie, ça se définit, on verra après, par une atteinte psy qui nécessite une compensation, pardon, alimentaire. Donc voilà, on ne s'arrête pas au signe de satiété, généralement on mange jusqu'à vraiment la douleur digestive, et là aussi, il est question d'un trouble de la régulation émotionnelle, qui est accompagné d'une non-coordination aux signes physiologiques et hormonaux, tels que la satiété, la satiété, elle est amenée par le chemin hormonal en lien avec la leptine. Je vais en reparler aussi un petit peu après, mais la prise alimentaire, elle est non culpabilisée et non compensée. C'est vraiment très important pour réussir à identifier les différents TCA. Des fois, on est un petit peu perdu et honnêtement, je vous comprends.
Donc là, on a un peu une nouveauté, c'est l'aspect traumatique. Donc c'est ce qui différencie l'hyperphagie de l'alimentation émotionnelle, c'est la présence de traumatisme avec une altération de la santé mentale qui est primaire à la pathologie. C'est vraiment quelque chose de très important quand on a besoin de chercher à identifier les TCA chez quelqu'un. Et on rentre vraiment dans la pathologie pure et non pas dans le trouble, puisque l'hyperphagie est reconnue comme telle depuis quelques années dans le DSM-5. Il me semble que ça fait quelque chose comme 6 ans maintenant, donc c'est vraiment récent. Ce qui différencie encore une fois l'hyperphagie de l'alimentation émotionnelle, c'est le cheminement hormonal. Là, les sensations de satiété, elles sont pas respectées, entre guillemets. On va au-delà de la satiété, au-delà du cheminement hormonal, au moins au début, parce qu'on va voir les sensations de satiété, elles vont éventuellement s'effacer dans le temps. Ça mène à des déséquilibres de la prise alimentaire, même une fois que l'hyperphagie est prise en charge, d'où l'importance d'une rééducation alimentaire suite à ça. Faut pas hésiter, quand on voit que nos sensations de faim et de satiété sont pas forcément stables, à se diriger vers un diététicien ou demander un avis à son médecin généraliste parce que c'est censé contrôler ou du moins indiquer notre prise alimentaire tout au long de la journée et ce tout au long de la vie. Donc déjà, il y a un problème de régulation. On a aussi la présence de pics de cortisol. Alors le cortisol, on connaît beaucoup dans tout ce qui est crise d'angoisse, etc. C'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales tout simplement pour faire battre notre cœur plus vite. Et ce pic de cortisol, il est retrouvé quand on se réveille, donc que ce soit d'une sieste ou d'une longue nuit. Là, à savoir, les pics de cortisol chez la personne qui souffre d'hyperphagie, ça déclenche les crises d'hyperphagie. Donc ça peut être par des réveils nocturnes ou juste faire une sieste comme ça et se réveiller et directement avoir une crise qui arrive, sans qu'il y ait vraiment de troubles de la régulation émotionnelle sur le moment. Donc à cause du biais, il faut de la volonté, voilà, tout ce qu'on peut entendre comme bêtises. Non, ça marche pas. Enfin, la volonté marchera jamais dans les TCA. Là, la cause, elle est vraiment psychologique. On parle quand même de pathologie. Et généralement, c'est accompagné de troubles secondaires. Et le plus commun, c'est les troubles de l'estime de soi. Donc, à la fois, il y a une partie cause par l'estime, trouble de l'estime de soi, et une partie conséquence. Donc là, on va voir le cri de l'aide, c'est l'histoire d'Alix. Donc, tout comme Max, Alix n'a pas eu d'éducation ni de compréhension émotionnelle lors de son enfance. Donc, on retrouve notre biais faut que j'arrête de dire biais, je suis vraiment désolée, ce trouble de la régulation émotionnelle. Alix a d'ailleurs également été spectatrice de violences conjugales envers son père et a subi une agression sexuelle pendant son adolescence. On pose le cadre traumatique. Donc, comme j'ai dit au début, pour ceux qui n'étaient pas là, généralement, les traumatismes en lien avec les TCA sont des agressions sexuelles, physiques et psychologiques. Donc, ça amène à des déséquilibres de la conscience des autres et de soi. Donc, tout ce qui est troubles introspectifs, etc., qui mène à l'adaptation cognitive. Depuis, sans s'en rendre compte, Alex a du mal à se rendre compte que si elle est fatiguée, stressée, ou même si elle a envie de voir ses amis, de plus, si elle a du mal à organiser son alimentation. Il y a vraiment un déséquilibre de la conscience de soi dans l'aspect traumatique. En dehors des TCA, dans l'aspect traumatique, on a souvent ce problème-ci. Alors, je suis désolée, j'ai pas éteint mon téléphone, c'est très peu pro. Donc, au quotidien, Alix n'a pas particulièrement faim ou pas faim d'ailleurs. Régulièrement, elle mange puis se resserre, encore et encore, jusqu'à sentir son estomac trop plein. Donc on dépasse le seuil de satiété. Et elle ne s'arrête pas avant de percevoir cette douleur physique. Donc on a le déséquilibre de la leptine, hormone de la satiété dont j'ai parlé, et à la fois de la gréline qui est tout simplement son partenaire qui déclenche la faim. Il lui arrive donc de passer un moment sans manger, puis de manger jusqu'à la douleur une fois seule. Ces crises augmentent également lors de sieste ou de grasses matinées. Donc, il y a une nécessité dopaminique accrue. Voilà, le trouble de circuit dopaminique, là, va prendre un petit peu plus d'ampleur que ce qu'on peut retrouver dans l'alimentation émotionnelle. Alix a pris du poids au fur et à mesure de sa vie et elle s'isole de ses amis, de ses collègues et de toute activité qu'elle aimait pratiquer. Donc là, on est vraiment plus dans le, j'allais dire biais, je suis désolée, hein, je le répète, mais j'arrive pas à trouver d'autres mots, dans le biais vraiment de l'aspect psychologique et des conséquences psychologiques qui peuvent naître aussi des traumatismes et du comportement alimentaire qui s'est adapté à la situation. On a un développement d'une surcharge pondérale avec des risques de dépression. Les deux sont étroitement liés, c'est pourquoi l'obésité d'ailleurs maintenant est dans le DSM-5. C'est considéré comme un trouble psychologique à part entière à cause des conséquences qu'on peut vivre en société et en général. Donc, petite mise en situation, Alix a passé la journée avec ses amis, ils finissent par prendre un café ensemble avant de se séparer. On a des stimuli externes. En rentrant, Alix commence à se sentir comme vide. Elle ne ressent pas grand-chose en elle, n'a pas de pensée particulière. Alix prend un tupperware laissé au réfrigérateur, s'installe devant la télé et mange son repas,
Une fois celui-ci terminé, Yael va chercher un paquet de biscuits. Finalement, Yael est prise d'un besoin d'arrêter de manger. En prenant conscience de son mal de ventre, Alex remarque qu'elle a en fait mangé 2 paquets de biscuits supplémentaires. Fatiguée de sa journée, Alex range tout et s'en va se coucher. Donc là, on voit bien l'aspect traumatique qui joue son jeu dans la régulation émotionnelle, mais je vais pas m'étaler sur ça tout simplement parce qu'un psy ou des études sur le sujet, ce sera bien plus sûr que ce que je vais vous dire. Et on a parfois des troubles de la régulation émotionnelle qui sont accompagnés d'une apathie. Donc là, ça a été le cas. L'apathie, je sais pas si c'est OK pour tout le monde, c'est le fait de ne pas avoir conscience de ses émotions, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Elles sont pas absentes, c'est juste que la personne n'a pas conscience du cheminement que c'est en train de faire dans son esprit et dans son corps. Ça peut être par exemple l'absence de larmes quand on a envie de pleurer ou ce genre de choses. Donc la prise alimentaire, elle n'est pas culpabilisée. Très important. Le trouble de l'estime de soi, qui est amené généralement par la prise de poids, c'est une conséquence du fait que généralement la personne ne comprend pas la situation en fait, parce qu'on n'est pas dans les TCA où même quand on est dans une anorexie ou une boulimie, on peut avoir un moment de déni, on se rend pas compte de la situation, mais c'est généralement un déni qui est moins prononcé que ce qu'on va voir dans l'hyperphagie. C'est vrai que la personne peut se dire, bah, je mange juste beaucoup, voilà, c'est peut-être une question de volonté, etc. Elle va pas penser forcément à sa santé mentale directement, et c'est un petit peu le biais qui est dangereux, tout simplement. Alors, ensuite, on va parler de l'anorexie. Donc le TCA le plus connu, mais le moins bien connu, j'ai l'impression, il est souvent associé à un tableau clinique d'une personne maigre qui est faible, qui est pâle, alors que la cause, elle est à la fois à la fois c'est une cause et à la fois c'est une conséquence de l'anorexie, c'est un trouble sérotonique. Donc trouble de la régulation de la sérotonine, vous inquiétez pas, je vais en parler un petit peu après. Donc la sérotonine dans le cerveau, c'est connu comme l'hormone du bonheur, voilà, on pense directement de dépression, etc. Alors oui, c'est le cas, mais c'est aussi l'hormone qui est en lien avec la survie, et plus précisément l'instinct de survie. Le fait d'avoir la motivation d'aller manger, de se faire à manger de manière primitive, aller chasser, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Le fait de se mettre en sécurité, de communiquer avec d'autres personnes ou encore d'aller dormir quand on est fatigué, tout simplement. Alors ça peut paraître très simple comme ça, mais quand on a vraiment un dysfonctionnement de la sérotonine, par exemple dans le cas d'une dépression, on se rend compte qu'en fait c'est plus si évident que ça. Donc on a toujours un cheminement traumatique, parfois non connu de la personne, ça je préfère le rappeler. Des fois, c'est pas on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte que la situation est un traumatisme. On ne sait pas non plus parfois à quel point ça a pu nous marquer à l'intérieur. Ou chez certains patients adolescents comme adultes, on peut retrouver une amnésie traumatique des faits. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui se traite, l'amnésie traumatique, mais un psy pourra déceler s'il y a eu un trauma qui n'est pas forcément conscientisé. Donc l'absence de prise alimentaire ou la diminution de sa régularité, c'est pas toujours volontaire. Parce que dans certains cas, la prise alimentaire diminue, elle est volontaire, ou du moins elle est consciente. Voilà, la personne s'en rend compte d'elle-même, elle n'a pas besoin que quelqu'un de l'extérieur lui fasse remarquer. C'est une adaptation psychologique, c'est la forme la plus connue. Elle peut avoir pour but, conscientisé ou non, d'être le moins perceptible possible. En fait, par le biais de la perte de poids, par le fait de voilà fuir un peu les rassemblements sociaux pardon, autour des repas, la recherche de contrôle de soi. Alors, la recherche de contrôle de soi, extrêmement présent dans le cadre d'une anorexie. C'est vraiment cette nécessité en fait d'avoir le contrôle sur soi, parfois des autres et de toute situation, mais surtout de soi, afin de se sentir en sécurité. Encore une fois, on a un lien avec le cheminement traumatique. Et dans d'autres cas, l'anorexie, elle passe inaperçue. Et c'est là que je pense que c'est le plus dangereux parce que je trouve que par le biais des films, des documentaires, on visualise très très mal cette pathologie et c'est très dangereux pour les personnes atteintes. Parce que on peut retrouver un déni du comportement alimentaire tout court, pas seulement de la pathologie, mais la personne vraiment, de par son trouble, ne se rend pas compte qu'elle est en train de s'affamer en fait, tout simplement. Donc, le trouble sérotonique en lien avec l'anorexie, il provient directement du traumatisme, avec généralement une dépression et ou un syndrome post-traumatique. Donc, parfois, la dépression, elle peut être présente depuis des années, l'anorexie viendra que plus tard. En plus, lorsqu'on ne mange plus pendant un moment, non seulement la sérotonine nous rappelle à l'ordre pour des questions de survie, mais le corps, il envoie aussi des endorphines. Je ne sais pas si vous êtes déjà brisé un os ou tout simplement vous êtes fait tatouer, c'est peut-être un petit peu moins un corps. Au début, vous ne sentez rien.
En fait, c'est le jeu des endorphines. Elles sont présentes pour pas mettre le corps directement dans un état de stress absolu et garder la partie rationnelle sur la prise de décision. C'est-à-dire éventuellement demander de l'aide, fuir, ce genre de choses. Et avec le trouble de la sérotonine, la personne anorexique, elle reçoit pas les endorphines, elle reçoit que les endorphines, pardon, du fait de ne pas manger. En fait, le corps est dans un état de stress très, très, très poussé, mais on reçoit vraiment que les endorphines. Il n'y a pas du tout d'agitement, il n'y a pas cette prise de décision instinctive qui en vient, en fait. Ainsi, la prise alimentaire, elle amène à des effets semblables à ceux de certaines substances comme le cannabis. La personne, elle plane un petit peu. C'est les effets de l'endorphine, c'est normal. Mais la régulation des endorphines et de la sérotonine, pardon, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire, elle se fait très mal aussi par le manque d'énergie, vu qu'il y a beaucoup moins d'apport alimentaire. Et en plus, la personne atteinte d'anorexie peut rechercher les effets de l'endorphine. C'est-à-dire que des fois, on s'en rend pas forcément compte, mais la personne peut se dire ah bah, quand je mange mieux, vraiment, je me sens mais alors vraiment très bien. C'est normal, c'est le corps qui a décidé ça. Et ce qui est particulier avec les pathologies comme l'anorexie et la boulimie, c'est que on peut également se baser sur un examen clinique. Et ça, c'est un peu de l'or pour les soignants, parce que ça permet à un médecin généraliste ou voilà, quelqu'un qui a un doute de questionner le patient, même s'il est dans une situation de déni. Alors, cet examen clinique, il n'est pas possible sur tous les cas d'anorexie ou de boulimie, hein, ça dépend d'énormément de choses. Mais par exemple, on peut avoir une apathie. Visuellement, la personne peut cligner très très peu des yeux. Et malgré ce clignement d'yeux qui est très irrégulier, on n'a pas les yeux qui larmoient. C'est vraiment le côté musculaire qui m'apparaît. On va avoir aussi un duvet de poils sur les avant-bras et dans le dos. C'est une adaptation du corps pour garder la chaleur parce que sans apport alimentaire, c'est très très dur de réchauffer un corps. Le corps, il essaie aussi de s'adapter à la situation. La langue blanche, on a aussi des bleus sur les membres inférieurs, donc sur les cuisses, sur les mollets, qui ne sont pas dus à des chocs. En fait, c'est dû aux troubles de la circulation sanguine. Généralement, le sang n'est pas suffisamment oxygéné. Du coup, ça peut être un point pour l'examen clinique. Et pour rappel, l'anorexie, c'est pas forcément accompagné d'une perte de poids ou d'un IMC bas. On peut avoir des cas d'obésité avec de l'anorexie, même si je peux comprendre que ça peut être un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes de l'extérieur. Euh, c'est pas une absence de prise alimentaire totale. Des fois, elle est irrégulière, des fois, elle est chronique, ça peut être une fois dans la semaine, etc. Ou alors, c'est compensé par un autre TCA, on va voir ce genre de situation plus tard. Mais voilà, toujours faire attention, comme pour la dénutrition, c'est pas parce qu'une personne n'est pas en sous-poids qu'elle n'est pas atteinte. Donc là, on parle de troubles sérotoniques. Les cas de dépression, c'est quand même assez récurrent. Donc toujours faire attention aux conséquences que ce trouble peut avoir. Donc mettre la douleur sur pause, c'est l'histoire de Camille. Donc Camille a été victime d'inceste une partie de son enfance avant d'être placée en famille d'accueil. On a l'aspect traumatique. Lorsqu'elle se lève le matin, sa famille d'accueil a toujours préparé un petit déjeuner, mais à sa vision, la gorge se serre et la nausée arrive. Donc on a une exclusion physique des aliments qui est souvent très peu questionnée auprès des personnes éventuellement atteintes parce qu'on s'imagine que c'est vraiment une question de volonté généralement. Mais enfin, je vais en reparler après. Petit point en avance. C'est d'ailleurs pour cette raison que tout repas est bon à éviter. De toute façon, Camille se sent bien mieux le ventre vide. Le corps est pourtant programmé pour sa survie. L'apport alimentaire est agréable grâce à sa sécrétion de dopamine, mais aussi le maintien de son équilibre sérotonique. Pour Camille, ce n'est pas le cas. Le corps s'est d'ailleurs acclimaté. Duvet de poils un peu partout sur le corps, surtout sur les bras et le dos. Absence d'émotion ou de clignement d'yeux afin de ne pas dépenser inutilement de l'énergie. Petite mise en situation, Camille n'a pas réussi à dormir cette nuit, mais n'en semble pas particulièrement dérangée. Il n'y a pas de notion de fatigue. N'ayant pas envie de manger, et elle pense que de toute façon, il a le temps de rester au lit. Camille prend le métro pour se rendre au travail, et a l'esprit ailleurs. Aucune pensée particulière ne lui vient, et elle se concentre, et elle se contente de se rendre à son bureau. Je suis désolée, je parlais de ça quand je parlais de troubles de langage au début. Donc là, on a vraiment un dysfonctionnement du coup de la prise de conscience de la situation et de la régulation des émotions. Et elle devrait passer une belle journée. Son responsable lui annonce une promotion. Pourtant, Camille s'en fiche un peu. Donc là, c'est vraiment l'apathie à son apogée. Au moment de la pause déjeuner, ses collègues lui proposent un restaurant. Rien que d'y penser, une angoisse l'envahit. Ses collègues s'inquiètent, tu as déjà perdu tellement de poids. Et là, point important, Camille est quelque peu surprise. Yael est loin d'être maigre, au contraire. Et puis, Yael aimerait bien être plus fin, plus fine. De toute façon, se faire discrète, c'est sa zone de confort. Donc, on retrouve un petit peu les deux vies dont je vous ai parlé.
Et elle préfère passer sa pause avec un grand thé bien chaud en restant à l'intérieur. On a beau être en juin, qu'est-ce qui fait froid? Forcément, quand on n'a pas d'énergie pour se réchauffer, c'est un petit peu compliqué. Donc, petit point sur la dysmorphophobie avec la petite image que je vous ai présentée ici. Il y en a des plus marquantes. C'est vrai que j'aurais pu en mettre une un peu plus explicite. Mais la dysmorphophobie, c'est un trouble de la perception de soi ou un trouble hallucinatoire ou les deux. Encore une fois, une équipe de psy vous en parle bien mieux que moi. Donc, il est quasiment toujours présent dans les TCA. Ça relève d'un déséquilibre de la conscience introspective, donc, ce dont parlait la conscience de soi par rapport un peu à la réalité. Et ça peut être une conscience de soi modifiée aussi par exemple, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi. Ça peut être à cause des traumatismes qui sont en lien. Ça peut être causé par énormément de choses. Désolée, je me perds. Donc, on peut faire des tests en consultation sur différentes images. Vous en avez peut-être déjà vu lors de reportages ou ce genre de choses. Mais le traitement de ce trouble, il n'est pas encore pris en charge vraiment. On n'a pas encore assez d'informations sur le trouble de la dysmorphophobie en elle-même. Et du coup, les personnes qui ont des TCA, d'ailleurs, même en rémission, même une fois sorties des TCA, peuvent avoir des troubles dysmorphophobiques qui arrivent tout au long de leur vie. C'est un petit peu embêtant parce qu'on peut avoir la peur de la rechute, ce genre de choses. C'est vraiment une situation qui n'est pas évidente. Donc ici, on peut repérer un grand déni de la non-prise alimentaire. On aurait pu illustrer une anorexie plus consciente, voilà, qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que du coup, on a l'habitude de le voir. Tout le monde connaît un petit peu l'ado qui n'a pas envie de manger parce que peur de prendre du poids ou volonté de perdre de poids. Donc j'ai préféré montrer un petit peu l'autre axe de la pathologie qui est possible. Et une des conséquences de l'anorexie, ça peut également, comme j'ai illustré, amener une apathie, mais aussi à des insomnies très sévères parce que le corps, donc pour un bon sommeil, on a besoin de mélatonine. C'est une hormone quand même qu'on sécrète naturellement. Mais là, il n'y a même plus l'énergie en fait de sécréter de la mélatonine. Donc le sommeil, il est soit très compliqué, soit il est très reposant, soit les deux. Dans tous les cas, c'est pas le meilleur sommeil au monde. Donc on va passer à la deuxième pathologie primordiale dans les TCA avec la boulimie. Donc, la boulimie, c'est un trouble alimentaire qui est de cause émotionnelle. Donc, ça va être comme l'alimentation émotionnelle, comme l'hyperphagie. Sauf que là, on a vraiment un impact neurologique qui est important et aussi un aspect qui est vraiment cognitif. On a une culpabilisation qui est très forte, un évitement de la situation, souvent par honte. C'est encore un autre biais d'adaptation qui est très différent, même si au niveau cheminement neuronal, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. C'est vraiment le comportement qui va être différent. Donc, comme j'ai rappelé tout à l'heure, boulimie non vomitive, bah, du coup, non, ce serait plus de l'hyperphagie. Mais la boulimie, c'est vraiment cet acte de compenser la prise alimentaire. Ça peut être par des vomissements, par des laxatifs, par une pratique sportive démesurée ou par une restriction alimentaire. Mais on va en parler après. Mais surtout, il y a une grande culpabilité. Alors, on retrouve encore une fois notre lien traumatique et la prise alimentaire recherchée dans l'alimentation émotionnelle et l'hyperphagie, bien que ce soit pas toujours le cas, la majorité du temps, elle est vers des aliments qui sont sucrés. Seulement, ce que le sucre, ça amène à un pic de glycémie et donc un pic de dopamine encore plus important. Donc, généralement, ça va être plus voilà, des gâteaux, ce genre de choses qui est quand même rapide à consommer. Alors que dans la boulimie, la prise alimentaire, elle est très aléatoire parce que ça peut être le même type de prise alimentaire, enfin le même type d'aliments que les autres pathologies. Et la sécrétion de dopamine, elle est un peu moins recherchée par le biais de s'alimenter avec du sucre. En fait, ça va être beaucoup en lien avec les barorécepteurs. Donc, les barorécepteurs gastriques, c'est des petits, un peu comme des petits boutons de pression qu'on a dans l'estomac pour schématiser. Ou quand on reçoit de la nourriture, ça envoie des signaux à notre cerveau pour dire qu'on est en train de manger. Ça joue beaucoup sur ça. Du coup, la sécrétion de dopamine recherchée, elle peut également se faire avec des aliments qui ne sont pas consommables en état. Donc, beurre cru et huile, généralement, on le voit facilement parce que ça permet d'avoir des vomissements un peu plus facilités. Mais ça peut être des pâtes ou du riz cru. Dans les cas les plus sévères, donc souvent avec la présence d'un trouble schizophrène, on peut avoir aussi des patients qui vont manger de la terre ou des pièces de monnaie ou ces genres de choses qui sont pas non consommables dans l'état, mais pas consommables du tout. Et d'ailleurs, la boulimie, c'est une pathologie qui est énormément associée à la schizophrénie. Donc, encore une fois, on retrouve un aspect clinique de la pathologie avec des dents très abîmées, voire une perte de dents, une santé intestinale qui est compliquée parce que on va avoir une présence de constipation chronique. Alors, dans l'anorexie, ça arrive régulièrement, mais dans le cas d'une boulimie,
Dans le cadre d'une boulimie, c'est tout simplement parce que le transit ne fonctionne plus qu'avec l'usage de laxatifs. Encore une fois, c'est une accommodation physique. Donc on peut retrouver des antécédents d'occlusion intestinale, par exemple. Dans certains cas les plus sévères, on a la peau des doigts qui peut être abîmée, les ongles un petit peu jaunes à cause du contact de la bile lors des vomissements, et une anémie si dans les vomissements, au bout d'un moment, il est possible qu'il y ait des pertes de sang. Donc dans les vomissements ou dans les selles, donc on peut repérer aussi par le biais d'un bilan sanguin une anémie. Donc là, impulsion émotionnelle, ça va être l'histoire de Charlie. Donc Charlie a vécu du harcèlement scolaire ainsi que des violences physiques dans le cadre familial. Encore une fois, aspect traumatique. Le climat n'était pas à l'apprentissage de ce qu'était une émotion et encore moins à l'expression de ce qu'elle ressentait. Lorsque la demande de l'esprit est à l'expression des émotions, Charlie panique, persuadée d'être en danger, et elle perd alors le contrôle de ce qu'elle fait, comme une sorte de blackout. Charlie se sent très mal lorsqu'elle perd le contrôle. Sa seule envie, effacer ce qui vient de se produire de façon à ce que la prise alimentaire n'ait jamais eu lieu en apparence. Au fur et à mesure du temps, les dents de Charlie sont devenues très sensibles et elle souffre aussi d'une anémie car lorsque la compensation arrive, à force, et elle retrouve du sang dans ses selles ou ses vomissements. Petite mise en situation, Charlie commence sa journée en mangeant un petit déjeuner et elle est de bonne humeur aujourd'hui, bien qu'un petit peu fatiguée. Tout au long de la journée, Charlie ressent des émotions, de la peur, de la joie, de la surprise même, mais à part par un sourire, impossible d'exprimer la moindre émotion. En rentrant du travail, Charlie se sent soudain comme paniquée, qu'elle attrape des aliments dans le frigo comme incontrôlables. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien à manger, tant pis. Charlie ouvre un sachet de pâtes crues, n'arrivant pas à se dire qu'il faudra patienter le temps de la cuisson. Une vive douleur à l'estomac est présente et Charlie se retrouve face à la situation, paniquée, ne voulant pas que cette crise impacte son poids. Et la douleur étant vive, et elle se dirige vers les toilettes pour vomir. Petit moment d'analyse, du coup. Contrairement à l'hyperphagie, donc la personne atteinte de boulimie, elle est souvent consciente de ses émotions, même si c'est pas toujours automatique, on peut avoir un gros trouble, pardon, mon cerveau commence un peu à bugger, un gros trouble d'identification des émotions, mais des fois elles sont conscientisées. Et ça peut être justement une source de panique totale à cause du lien traumatique. Beaucoup de personnes touchées par la boulimie représentent aussi une perte de contrôle, voire un blackout total lors des crises de boulimie. Donc c'est souvent en lien avec l'anxiété qui est associée à la pathologie. On a une surcréation d'adrénaline et de noradrénaline de la part des glandes surrénales qui vont accélérer le cœur. Dans une situation de panique, des fois, le cerveau, il préfère mettre la conscience sur pause et c'est un peu ce qui se passe, en fait, pendant les crises de boulimie chez certaines personnes. Ça veut dire que la situation, elle est tellement oppressante et tellement, ayant tellement, enfin, c'est une situation de panique, tout simplement, que le cerveau, voilà, il quitte un petit peu la partie sur le plan de la conscience. Donc la prise alimentaire, elle peut être compensée pour plusieurs raisons, donc différentes raisons, mais plusieurs raisons en même temps aussi. Donc le mal de ventre, parce qu'une telle quantité de nourriture, c'est insupportable pour l'estomac. En fait, la personne se nourrit tellement que parfois, avant de pouvoir compenser ou alors que la personne allait compenser, on peut avoir des hémorragies digestives. Donc même si c'est pas les cas les plus courants, c'est quand même bien de savoir que ça peut avoir lieu. Il y a aussi tout ce qui concerne la honte. Donc, le trouble de l'estime de soi de la personne, ça l'amène facilement à avoir honte d'elle, honte de ses actes. Elle essaie un peu d'oublier la crise en elle-même. Donc, c'est quelque chose de vraiment traumatisant sur le moment pour la santé mentale. On ne veut pas s'en souvenir et ça, c'est en grande partie aussi parce qu'on comprend pas la situation. Peu importe la pathologie, je pense qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique, expliquer à la personne ce qui se passe, expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Je pense que c'est vraiment 50% du taf parce que ça aidera à mieux comprendre et que c'est pas trop d'incidence sur la santé mentale par le biais, par exemple, de perte de confiance. Et on peut aussi retrouver la peur de prendre du poids, donc souvent en lien avec l'estime de soi aussi, mais en lien aussi avec les traumatismes comme dans l'anorexie. On peut essayer de s'adapter en se disant, si je suis discret, je serai plus en sécurité. Parce que malheureusement, c'est souvent une adaptation des pensées de la personne suite à certains traumatismes. Donc, très souvent, la boulimie, c'est une conséquence d'une anorexie ou inversement. Donc, l'anorexie boulimique, c'est une anorexie où le corps essaie de s'adapter à survivre. Donc, ça va amener des pulsions au niveau du comportement qui est en lien avec l'absence de prise alimentaire. En fait, c'est un peu comme rattraper un peu un cri du corps pour dire non mais j'ai vraiment besoin de nutriments pour vivre. Donc, souvent, ça donne à de la boulimie en plus de l'anorexie ou certaines compensations de la boulimie. C'est parfois pas les vomissements, les laxatifs, c'est le jeûne forcé qui amène à des équilibres sérotoniques. Donc, on est plus sur une boulimie anorexique.
Ça, je peux comprendre que ce soit un petit peu compliqué à voir, mais comment dire? C'est vrai que de toute façon, les périodes de jeûne vont forcément alimenter les troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'alimentation émotionnelle, l'hyperphagie ou tout autre TCA. Le fait de se restreindre dans son alimentation, dans sa régularité et dans sa qualité, par le biais de régimes restrictifs, par exemple, ça amènera forcément à des comportements alimentaires qui sont déviants. Et ce qu'on voit généralement dans les films, et c'est pour ça qu'il y a un problème de connaissance de la part du grand public au niveau des TCA, c'est que généralement dans les films, on présente la personne anorexique qui vomit, alors qu'en fait, elle a une anorexie qui est boulimique. Voilà, c'était un petit peu le biais que je voulais remettre en place. Donc là, on montre dans les pathologies inconnues au bataillon. Euh, donc là, on est sur l'autorexie. Donc ça fait partie des nouvelles découvertes médicales concernant le comportement alimentaire. De tête, ça a été le terme a été inventé en 2018 par un psychiatre, il me semble. Donc c'est vraiment vraiment tout neuf. Et c'est défini par une obsession de l'alimentation saine. Ça passe souvent inaperçu parce que c'est très bien vu en société de bien manger, d'être un peu healthy, etc. Pas du tout. Ça peut mener vraiment à des gros soucis. Donc, pour comprendre l'orthorexie, on va là voir ce que sont les neurones miroirs et leur importance. Alors, les neurones miroirs, ça permet de se comparer à autrui. Bien sûr, les psys, ne me tapez pas sous les doigts. J'essaie de schématiser. Ça permet, voilà, ces biais de comparaison. Et les neurones miroirs ont un peu du mal à suivre les modifications qu'on a dans la vie de tous les jours avec l'arrivée des réseaux sociaux. Parce qu'au lieu de se comparer, donc ça c'est tout à fait naturel chez l'homme, se comparer à ses voisins, à sa famille, à ses collègues de travail, bah là on a l'opportunité de se comparer à l'entièreté de la planète. Donc on est vraiment face à des personnes un peu plus nombreuses. C'est un peu plus compliqué à gérer neurologiquement. En plus, sur les réseaux, généralement, les personnes sont sous leur meilleur angle, par biais des photos, des vidéos mises en scène, sur le meilleur jour. Voilà, je pense que quand on a la grippe, c'est pas là où on va faire une story Instagram, très loin de là. Donc l'orthorexie, c'est un trouble qui peut être primaire, donc lié à l'utilisation des réseaux sociaux et par ce trouble justement neurologique avec les neurones miroirs, mais on retrouve également secondaire à une anorexie et ou une boulimie qui n'a pas été pris en charge par une équipe psy, ou alors qui n'a pas été rééduquée de la bonne manière, on va dire, que le cheminement médical n'a pas été fait jusqu'au bout. Donc la personne ne souffre plus de son trouble initial, mais elle a une adaptation psychologique quand même, et qui est très peu saine. L'un des symptômes les plus courants, les plus repérables à l'entretien, sinon c'était alimentaire, la personne elle pense que à la nourriture, plus précisément à ce qu'elle va manger, à ce qu'elle va manger tout au long de la journée. Tout est planifié à l'avance, ça amène une charge mentale qui est vraiment énorme, mais en plus, si elle ne peut pas organiser son alimentation, par exemple petite surprise d'aller au restaurant, des choses comme ça va mal se passer. Elle va vraiment être prise d'une grande anxiété. Donc le plus dangereux dans cette pathologie, c'est que c'est pas forcément jugé malsain. Quelqu'un qui prend soin de soi, c'est bien vu. Même quand ça peut être une prise de tête, limite amener à des crises d'angoisse, c'est pas forcément plus pris en charge que ça. Donc, juge injugeable, c'est l'histoire de Lou. Euh, Attendez, je vais juste arranger un petit peu mon écran. Donc, comme de nombreux adolescents et jeunes adultes, Lou aime passer du temps sur les réseaux afin de se divertir. Le fil de l'actualité des réseaux de Lou sont semblables à d'autres. De belles photos, des jambons eux aussi, mais également de belles assiettes. Très équilibrées. Lou est très inspirée par ces images d'une vie saine et équilibrée qui semble amener directement au bonheur. Alors petit à petit, elle va se forcer d'avoir une alimentation parfaite avant de se sentir mieux avec elle-même, parce que c'est un petit peu ce que ça renvoie quand même sur les réseaux. D'ailleurs, plus Lou mange équilibré et fait du sport, plus ses proches lui transmettent leurs compliments. Et elle se sent en confiance avec soi-même plus que jamais. Lou ne s'imagine pas manquer un seul de ses rituels et elle continue ses routines alimentaires et sportives. C'est d'ailleurs sa seule préoccupation dans la vie. Petite mise en situation, comme chaque jour, Lou se lève tôt, prend son petit déjeuner dont elle rentre les données dans son application, chose très récurrente, et elle part faire sa journée. Au travail, sa collègue lui propose de profiter d'un moment de calme pour prendre une collation à la boulangerie. Lou refuse car c'est pas sain et que ça va déséquilibrer les chiffres de son application. Donc sa collègue, elle rigole et elle lui dit qu'elle aimerait avoir sa rigueur, que cela lui permettrait d'enfin perdre ses kilos en trop. En rentrant le soir, Lou reçoit un message de sa collègue. Elle pense avoir la grippe. Lou n'y échappe pas le lendemain. Elle est clouée au lit. Impossible d'aller à son entraînement de sport. Lou est prise de panique. Et elle en est persuadée que cette grippe va lui faire prendre du poids et ses muscles vont fondre. D'ailleurs, dans le miroir, Lou pense déjà voir ses conséquences. Donc là, on peut voir, il y a
je trouve qu'il y a une part de responsabilité, des réseaux sociaux, de ce qu'on met sur les réseaux sociaux et de ce qu'on renvoie sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est, très important de comprendre ce biais on n'a pas encore assez de recul pour voir les dégâts que ça fait et comment on pourrait contrôler tout ça, mais la prise de conscience, elle doit être faite. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter les réseaux sociaux, hein, mais il faut vraiment avoir cette conscience, de la comparaison qui est automatique, qui est une adaptation, encore une fois, neurologique pour la survie, de l'humain et voilà, faut pas passer à côté de ça. Et même si on va tout de suite parler de pratiques sportives problématiques, j'ai quand même voulu inclure l'activité sportive dans l'histoire de loup parce que c'est assez récurrent chez les personnes atteintes d'orthorexie. Et là, on va parler de bigorexie, qui peut faire penser à l'orthorexie également, mais c'est pas le même cheminement neurologique. Et vous allez voir, il y a quelques petites différences. Donc, c'est souvent la bigorexie, désolée, c'est une pathologie qui est définie comme une addiction au sport, vraiment une nécessité de faire du sport qui est absolue. Et tout comme l'orthorexie, ça passe totalement aux oubliettes. Ça paraît très très simple. Ici, donc, encore une fois, difficulté d'identifier le trouble. La cause de la bigorexie, c'est la recherche d'endorphines. Donc, la petite hormone dont on a parlé tout à l'heure, c'est une des hormones qui est sécrétée lorsqu'on fait du sport et ça nous permet de ne pas ressentir la douleur, qu'elle soit musculaire ou viscérale. Par exemple, le fait d'avoir un cœur qui bat très très vite pour le corps, ça peut être vite douloureux. Ça empêche tout ça. Encore une fois, c'est une adaptation du cerveau pour notre survie de base. Parce que si on doit fuir parce qu'il y a un danger, mais qu'on a des courbatures aux jambes, non, 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 on va faire en sorte qu'on fuit quand même. Tous les TCA sont plus présents chez les personnes qui ont de base une pathologie. C'est le cas aussi pour la bigorexie, bien que il n'est pas forcément c'est pas forcément une pathologie qui a une corrélation avec l'alimentation. Je la présente car c'est très souvent retrouvé au sein des prises en charge psy comme diète, et on retrouve notre dysmorphophobie très présente dans cette pathologie. Et l'un des soucis concernant la bigorexie, c'est qu'elle est identifiable chez des personnes, des personnalités vraiment publiques, très présentes sur les réseaux et qui vivent un peu limite de cette bigorexie. Je pense que j'ai pas besoin de citer de noms, certains, voilà, ont compris. Mais le fait de voilà se dire c'est pas grave si j'ai 2 heures de sommeil, je vais au sport, c'est pas grave si j'ai une grippe, je vais au sport, etc. Il y a un moment, il faut s'apercevoir que c'est pas sain, parce que on oublie du coup cette conscience de soi, cette conscience de ce qui est possible de faire pour notre bien ou pas. Donc ça reste très problématique. Donc bouger pour exister, c'est l'histoire de Sacha. Donc Sacha a vécu une dépression il y a plusieurs années. Lorsque celle-ci commençait à se stabiliser et que les activités ont été de nouveau possibles, et elle décide de reprendre une activité sportive. Sacha va mieux, son suivi psy et sa médicamentation sont petit à petit arrêtés, son activité sportive est maintenant très régulière. Et elle est persuadée que tout va pour le mieux, et elle donne d'ailleurs des conseils sportifs à ses proches et les initie à son sport. Pourtant, le corps de Sacha est fatigué, et elle enchaîne les tendinites et les douleurs musculaires. De plus, en dehors du sport, elle n'a pas vu ses amis depuis des mois. Petite mise en situation pour mieux comprendre, Sacha a un rythme d'entraînement très régulier. Après sa journée de travail, elle se rend à son entraînement de musculation. C'est son petit monde, elle ne ratera un entraînement pour rien au monde. Tous les soirs, Sacha se rend dans sa salle de sport, qu'elle soit malade, qu'il vente ou qu'il neige. Un soir habituel, au cours d'un exercice, Sacha sent son épaule partir vers l'arrière. C'est déjà arrivé plusieurs fois, donc elle continue son exercice. Malheureusement, c'est le mouvement de trop pour son épaule douloureuse. Sacha finit aux urgences pour une blessure plutôt grave. Son bras étant immobilisé pendant 5 semaines, Sacha se sent nerveuse. Lorsqu'elle rentre à la maison le soir, elle est prise de pleurs et de crises d'angoisse. Donc on voit que la bigorexie, déjà, c'est toujours accompagné d'un trouble psychique primaire. Ça peut être la dépression, ça peut être les troubles de l'estime de soi, ou plus généralement, voilà, des troubles introspectifs, comme je disais tout à l'heure, ne pas avoir conscience de ce qui est bon vraiment pour soi au fond, et avoir surtout une question de volonté. On voit un peu que la volonté, que les objectifs. Ça peut être extrêmement dangereux, puisque ça facilite les blessures, voire les arrêts cardiaques qu'on peut retrouver parfois en salle de sport, hein, de personnes qui souffrent de ce genre de troubles. Donc c'est vraiment pas de la rigolade. Donc ça peut être une adaptation à une pathologie primaire, comme pour Sacha, la dépression. Généralement, c'est vraiment lié dépression, anxiété et ce genre de troubles sans forcément de pathologie alimentaire derrière. C'est vraiment sur une ouverture. Et chez les personnes atteintes de bigorexie, donc on a souvent de nombreuses blessures, vraiment une mise à danger qui est assez régulière et il n'y a pas de raisonnement en fait. Du fait de se dire qu'on ne peut pas aller au sport, etc., ça amène vraiment à des angoisses qui sont énormes et qui prennent vraiment beaucoup de place dans la vie. Et d'ailleurs, j'ai choisi la musculation car c'est le sport où on retrouve le plus de cas de bigorexie avec la course à pied et le cyclisme. Voilà, petit point.
On va passer à la synthèse du coup pour faire un petit topo, et maintenant qu'on a compris un petit peu ce qu'étaient les TCA, sur comment les identifier et que faire surtout si on voit, voilà, si on est soignant et qu'on voit qu'un patient présente des signes, ou alors ses proches, ou alors soi-même pour s'aider soi-même. Donc pour l'alimentation émotionnelle, est-ce que vous savez identifier une émotion lorsque vous en avez une? Ça veut dire vraiment poser un mot dessus et savoir ce que ça fait. Pardon. Savoir ce que ça fait. Par exemple, il y a des personnes qui ne savent pas que quand on est énervé, on va avoir chaud. C'est ce genre de choses. Donc, on peut se questionner sur ça. Et comment on réagit à une émotion? Est-ce que ça va être exprimé? Est-ce qu'on va en parler à quelqu'un? Ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt se rouler en boule dans un coin et attendre que ça passe? Est-ce qu'il y a une prise alimentaire, par exemple, lorsque la personne elle est triste, puisque c'est là généralement qu'on s'en rend le plus compte? Est-ce que c'est des aliments qui sont souvent sucrés? Et est-ce qu'il y a une prise de poids au cours de la vie lors des périodes difficiles telles que le stress, le deuil? Alors, que faire dans ces situations-là? Déjà, une orientation vers un ou une psy, parce que c'est important de traiter le fait que ce soit psy de base, bien évidemment. Trouver la cause de la non-régulation émotionnelle, donc encore une fois, c'est pour le psy, c'est pas pour moi. Par contre, la régulation émotionnelle, elle s'accompagne généralement d'une rééducation alimentaire, afin d'avoir une bonne éducation alimentaire, ne pas tomber dans les clichés alimentaires et tout ce qu'on peut trouver sur le net, tout ça. Si on cherche un peu à réorganiser son alimentation, ça c'est ma part du job. Pour l'hyperphagie, il y a une existence d'un ou plusieurs traumatismes, pas de sensation de faim, pas de sensation de satiété, ou alors très peu, donc vraiment pas de manière quotidienne, c'est censé être quotidien. Une prise alimentaire en grande quantité lorsque la personne est triste, en colère, ce genre de choses. Et c'est vraiment le fait de manger jusqu'à avoir mal au ventre. Moi, je sais, c'est ce qu'on me dit généralement à l'entretien, en consultation, c'est je mange, mais jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et ça amène généralement de l'isolement social. Alors, à cause de comment, des douleurs, etc., le fait de ne pas trop se comprendre, ce genre de comportement, ça peut être aussi un isolement social qui est un peu, qui est pas conscient, pour pouvoir, entre guillemets, faire une crise d'hyperphagie. C'est une demande vraiment cognitive. Le cerveau dit, non, mais si on rentre à la maison et qu'on peut s'exprimer par le biais de l'alimentation, ce serait vachement pas mal quand même, pour aider la personne atteinte. Encore une fois, psychologue et ou psychiatre. Thérapie concernant les traumatismes. De toute façon, je pense que j'ai pas besoin de rappeler que s'il y a traumatisme, il doit y avoir une prise en charge. Trouver la cause de la non-régulation émotionnelle, qui est généralement traumatique, et des biais qui y sont apparentés aussi. Rééducation de la régulation émotionnelle. Orientation vers un diététicien spécialisé. Alors, j'ai mis spécialisé parce que c'est toujours bien. Honnêtement, il y a certains diététiciens, même sans être spécialisés dans les TCA, qui auront une approche qui sera très très saine sur les plaisirs alimentaires, ce genre de choses. Mais de toute façon, il y a besoin d'une rééducation de cette sensation de faim et de satiété. De leptine et de ghrelin, ça se, euh, ça se rééduque vraiment simplement par rapport à ce qu'on peut penser. Généralement, en 3 semaines, s'il n'y a pas d'autres pathologies type thyroïde, etc., ça revient très 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 vite. Le corps est très bien fait sur ce point-là. Au niveau de l'anorexie, donc pareil, un ou plusieurs traumatismes, prise alimentaire, réduire de manière constante ou chronique. Petit rappel, de manière consciente ou non. On a vu les deux cas possibles. Il y a une satisfaction, un bien-être face à la non-prise alimentaire. Question d'endorphine, question de contrôle de soi, présence d'un autre trouble psy. Alors, c'est vrai que la boulimie et l'anorexie, généralement, les personnes atteintes de TDAH, de TSA ou alors TSA, ça, j'ai pas, je me suis pas encore assez renseignée, mais il me semble quand même que ça corrèle pas mal, ou des troubles dépressifs en général. Donc là, pareil, orientation psy, traitement des traumatismes, orientation vers un diététicien, parce que là, la rééducation de la prise alimentaire, en fait, la prise alimentaire, elle doit être absolument comprise par le diététicien chez qui vous allez ou chez qui vous envoyez vos patients. C'est très important. Il faut faire attention au syndrome de renutrition. Et il faut surtout être à l'écoute de ce qui passe ou ce qui passe pas. Parce que des fois, il n'y a pas forcément, il peut y avoir des safe food et des faux, et des, n'importe quoi, des aliments qui vraiment ne vont pas passer, qui vont faire très peur. Et c'est une question de rééducation et de désensibilisation auprès de certains aliments. Des fois, on peut demander l'avis à un orthophoniste si on voit qu'il y a eu des petites dérégulations au niveau de l'acceptation de certaines textures, certains troubles de l'oralité. Ça peut être secondaire, une conséquence de l'anorexie. Donc voilà, faut pas hésiter à se faire vraiment une petite équipe pour être sûr que tout se passe bien. Mais généralement, l'anorexie, une fois qu'elle est conscientisée et que le travail psy est fait, la personne elle a vraiment
ce besoin, cette envie de s'en sortir à tout prix, mais ça reste une maladie, elle est encore là, donc il faut vraiment un gros soutien émotionnel. Faut pas hésiter, voilà. Pour la boulimie, ça va être le même traitement, sauf que là, au niveau de l'identification, donc traumatisme, OK, prise alimentaire en grande quantité, culpabilité alimentaire, compensation alimentaire. C'est les 3 piliers, de comment identifier, vraiment reconnaître une boulimie. Grande quantité, culpabiliser, compensation et présence de troubles psy, comme pour l'anorexie, sauf que là, comme je vous ai dit, la schizophrénie, c'est très, très, très présent, chez les personnes, enfin, la boulimie est très présente chez les personnes schizophrènes. Donc, c'est le même type de prise en charge. Au niveau de l'orthorexie, donc on voit s'il y a des antécédents de TCA, si une anxiété alimentaire ou généralisée, des biais de contrôle qui sont élevés, une nécessité de sécurité. Donc, c'est pour ça que généralement, c'est très, très, très secondaire à une anorexie. Une augmentation de l'estime de soi lors de la prise alimentaire équilibrée et l'activité sportive. C'est-à-dire qu'en fait, la confiance en soi, vraiment l'estime de soi, l'image que la personne elle se fait d'elle-même, ça va être selon sa prise alimentaire. On est vraiment sur un biais à limite obsessionnel de l'alimentation. Et à l'inverse, une baisse de l'estime de soi lors des repas qui ne sont pas sains, que la personne ne peut pas organiser de par elle-même par le biais de la non-pratique sportive. Orientation vers un psychologue ou un psychiatre. Alors, si je dis pas de bêtises, à l'époque où j'avais fait mes études sur la bigorexie, il existe des psychiatres du sport. Et il me semble que c'est eux, généralement, qui prennent en charge la bigorexie. Mais de toute façon, je pense qu'un soignant d'équipe psy saura aider dans tous les cas. Orientation vers un diététicien spécialisé pour faire de la désensibilisation alimentaire et de comment on dit, genre, éducation thérapeutique, voilà, au niveau de l'alimentation, pour voilà, dire il n'y a pas d'aliments qui font grossir, tous les préjugés en fait qu'on peut croiser. Encore une fois, on va reparler des réseaux sociaux, mais en diététique, on n'en peut plus de tout ce qu'on voit. Mais voilà, être sûr que la personne n'a plus de préjugés alimentaires et surtout désensibiliser l'acte de la prise alimentaire. Il y a certaines personnes en fait qui en mangeant un burger, leur cerveau s'est acclimaté dans la peur et dans l'anxiété alimentaire que s'ils mangent un burger, le lendemain, ils vont avoir des boutons, ils vont être beaucoup plus gros, ils vont se sentir pas bien. Et nous, notre rôle aussi, que ce soit l'équipe psy ou soit l'équipe diète spécialisée, c'est de montrer, en fait, de désensibiliser cette réaction en disant, regarde, tu as mangé ceci et il ne s'est pas passé ça. Il faut y aller petit à petit. Alors, souvent, il y a des ratés, hein, mais on essaie plusieurs fois. Il faut faire comprendre aussi à la personne atteinte que c'est pas grave. On n'est pas là pour réussir d'un coup. Le suivi dure 3 mois et puis voilà. Non. Faut aller petit à petit. Et pas que la personne elle se sente coupable de pas réussir à avancer. La désensibilisation alimentaire, c'est très, 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 très important dans les TCA en général. Et pour la bigorexie, donc antécédent en présence de TCA, même si c'est pas le plus de cas qu'on a étudié, même si honnêtement on n'a pas étudié encore trop de cas parce que c'est assez récent quand même comme diagnostic. Anxiété alimentaire ou généralisée aussi, des fois, donc par rapport aux performances sportives. Donc c'est pas vraiment une anxiété qui est alimentaire, mais c'est relié aux performances sportives, donc je préférais préciser quand même. Il y a un biais de contrôle élevé, encore une fois, dû généralement au trouble de l'estime de soi, augmentation de l'estime de soi lors de l'activité sportive et inversement. Et là, on a une orientation de l'équipe psy directement. Je vous remercie pour cette conférence à vos côtés. S'il y a des petites questions, je vais y répondre maintenant. À savoir que, alors, pour les personnes qui m'avaient demandé s'il y avait une rediffusion, normalement, j'ai tout enregistré. Donc, j'essaie de refaire une rediffusion. Sinon, je vous ai préparé les diapos directement envoyés par mail. Donc, dès que j'ai un moment, je vais tout envoyer par mail directement pour que vous ayez tous une trace. Alors, j'ai juste à attendre s'il y a des petites questions. Et sinon, d'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de les poser là ou qu'il y en a qui viennent en tête par après, je suis disponible sur les réseaux et par mail. C'est pas du tout un problème, pardon.